Bonjour à tous. Merci d'être présents à cette table ronde que j'ai l'honneur de modérer, d'animer. Autour de moi, plusieurs personnes qui sont complémentaires. Vous allez le découvrir au fur et à mesure. Cette table ronde, elle a été pensée par la CCI Seine-et-Esthouer et co-organisée en effet avec le LH Forum. Et on va se poser une question qui est éminemment importante. Comment développer des compétences adaptées aux besoins des entreprises du territoire? Parce que oui, c'est une vraie question. On est rarement sans entendre une entreprise dire ces difficultés de recrutement, que ça bloque des croissances d'entreprises, ce qu'on appelle, certains en tout cas appellent cela un problème de riche. J'ai de la croissance, j'ai des clients et j'ai du mal à trouver des personnes. Donc en soi, tout va bien dans ma boîte, mais ça peut mettre en péril cette croissance et ça peut créer des pressions qui sont loin d'être neutres. Donc on va se poser la question, sur le territoire du Havre, comment on peut faire matcher, comment on peut réussir à faire correspondre les compétences du territoire et les besoins des entreprises. Parce qu'avec 9% de chômage, normalement, on a la ressource pour alimenter nos entreprises. Alors autour de moi, plusieurs personnes, comme je vous disais, nous avons Aurélie Gaffet, qui est responsable campus du Havre de la Manus, une école qui vient juste de s'implanter au Havre, mais qui est déjà présente ailleurs en France. C'est une école du numérique. Aurélie, vous étiez ancienne du développement économique, donc vous connaissez bien le territoire. Vous avez décidé d'agir pour faciliter justement l'employabilité. Bienvenue. Nous avons Gilles Delettre, bonjour. Vous êtes consultant chargé de développement pour le groupe Actuel, qui est une agence d'intérim. Vous êtes spécialisé justement sur l'aspect industriel, sur le secteur industriel, et votre mission est d'anticiper les besoins en recrutement. On pourra en parler tout à l'heure. Bienvenue. Nous avons aussi Raphaël Clérin, vous êtes vice-président du groupe Sidel, vous êtes aussi du coup vice-président de la CCI Seine-et-Esthouer. Vous êtes un peu à l'origine, on va dire, de cette table ronde parce que l'année dernière, à la dernière édition, vous avez initié cette réflexion autour des compétences du territoire et des métiers industriels, et notamment donc, autour de la formation. Et enfin, nous avons Elian Pilvin de l'école de management de Normandie. Vous êtes directeur des opérations et du développement. Vous baignez parmi des milliers d'étudiants chaque jour, dont 850 chaque année sortent diplômés. Donc, il faut bien qu'ils deviennent quelque chose, ces étudiants, et on en parlera. Voici la présentation des personnes qui nous entourent. Ça va être une conversation qui va être riche. J'espère qu'on aura le temps en fin de table ronde de vous entendre aussi. Et n'hésitez pas à préparer vos questions. Commençons par un premier sujet qui est peut-être la base de toute relation, que ce soit un couple dans la vie privée ou que ce soit dans l'économie, la communication. Le fait de se comprendre les uns les autres, d'arriver à créer un équilibre entre j'ai des besoins et moi, je vous propose une offre. Alors pour ouvrir ce sujet de la communication, peut-être nous renseigner sur aujourd'hui une école comme l'école de management de Normandie. Comment faites-vous pour créer vos programmes? Comment faites-vous pour vous dire tiens, ce programme qu'on lance, on est sûr que derrière, il y a un besoin, il y a des entreprises dans le territoire du Havre qui vont recruter nos étudiants? Alors, le process est assez long pour un programme, puisqu'effectivement, il faut comprendre que pour toute école de commerce ou école d'ingénieur, on forme, la gageure, c'est de former des étudiants sur des programmes qui vont durer 5 ans de formation à des métiers qui, pour l'instant, pour beaucoup d'entre eux, nous ne connaissons pas encore et que les entreprises elles-mêmes ne connaissent pas encore. Et historiquement, les grandes écoles ont toujours été dans un modèle assez compliqué vis-à-vis des entreprises. On était dans une sorte de vase clos où on avait des relations qui étaient assez demandeuses vis-à-vis des entreprises. C'est-à-dire qu'on avait des étudiants qu'on formait, qu'on avait besoin de mettre sur le marché de l'emploi et on attendait que les entreprises les prennent. En fait, ça ne fonctionne plus, ça. Et depuis une dizaine d'années, en fait, les grandes écoles ont complètement changé leur fusil d'épaule et ont intégré de plus en plus, en fait, sont sortis de la logique de l'offre et de la demande. Vous avez une demande entreprise et nous, on a une capacité, enfin, vous offrez des postes et nous, on a des étudiants à placer. Et en fait, généralement, l'offre et la demande ne se rencontraient pas, ou du moins pas au niveau qui apportait la valeur ajoutée attendue et par l'école et par l'entreprise. Donc on a basculé plutôt maintenant dans un système de partenariat et comment on crée aujourd'hui un parcours? On le crée de manière partenariale. Le seul moyen de travailler sur le fond et sur cette capacité d'anticiper des besoins futurs de l'entreprise, c'est de l'écouter. Et pour écouter une entreprise, il faut qu'il y ait un lieu
au sein des écoles, et au sein de la Normandie, il y en a un, on a un dispositif, ce qu'on appelle relation entreprise, et ce dispositif relation entreprise, il est en permanence en contact avec les entreprises du territoire, et plus largement aussi. Voilà. Donc ça veut dire en effet vous avez ce lieu d'écoute. Sur une école comme la Manus, est-ce que vous aussi, peut-être sous une autre forme, il y a cette écoute, cette veille sur les besoins des entreprises ? Oui, bien sûr, il y a une veille constante puisque effectivement ça bouge beaucoup. Alors nous, en plus, on est sur les métiers du numérique, donc il y a une évolution permanente. Et nous, donc, on délivre des titres professionnels, et ces titres professionnels, ils sont reconnus par l'État. Et le contenu est bien sûr constamment modifié en fonction aussi des retours des entreprises et de l'adaptation constante qu'il faut faire. Donc toujours être en veille, toujours être à l'affût de ce que pourraient être les demandes. Si on se met du côté cette fois-ci plutôt de l'entreprise, de l'industrie, comment ça se passe par exemple dans un groupe comme le groupe Sidel pour trouver les bons profils? Est-ce que justement vous aussi vous avez des relations fortes avec les écoles? Vous avez décidé d'avoir des axes forts pour aller vers les écoles et leur transmettre vos besoins, présenter vos métiers? Alors tout à fait. Après, il y a toujours une échelle géographique, c'est-à-dire qu'en fonction des profils, on sait que certains territoires sont plus armés que d'autres pour former certaines compétences, mais ce qui est très important pour Sidel, et ce que je considère comme critique, c'est réellement de s'assurer qu'à un moment donné, il y a un échange, hein, comme vous disiez, avec l'organisme de formation, avec l'école. Et nous, on insiste beaucoup sur la transversalité des formations. On voit bien que dans le monde de l'entreprise, on parlait du numérique, mais on est dans les changements permanents. On touche aujourd'hui en 30 secondes un client à l'autre bout du monde. Et donc, il faut avoir un background qui est technique, mais aussi une ouverture d'esprit sur l'international, qui est pour moi essentielle. Et c'est là où le travail des écoles qui, aujourd'hui, dispensent des formations en langue anglaise, avec des campus dans plusieurs pays, et draine du coup une population beaucoup plus hétéroclite, est essentielle. On parle beaucoup de rapport de force aussi des fois. J'ai cru comprendre, Elian, dans ce que vous nous disiez, qu'il y avait peut-être un rapport de force qui s'était inversé depuis peu entre étudiants et entreprises, où avant c'était plutôt l'entreprise qui était à choisir, et maintenant on est plutôt, ce que je disais au tout départ, pour introduire, à attendre l'étudiant pour qu'il vienne plutôt chez nous plutôt qu'une autre. On a des startups qui promettent de conquérir le monde, de révolutionner le monde, et qui attirent beaucoup de jeunes qui veulent bosser dans ces structures. Comment on fait aussi pour faire une sorte de représentativité, de se dire tout le monde ne pourra pas bosser dans les jobs de rêve qu'on essaye tout le temps de vous vendre? Alors, on a beau leur dire, ils y croient encore, hein, donc c'est le propre de la jeunesse. La difficulté, en fait, pour les entreprises, et d'ailleurs, ils ont inventé un terme, hein, c'est la marque employeur, c'est d'être visible auprès de cette population qui a destination d'aller travailler chez eux. Et donc, nous, les écoles, on est censé porter la marque employeur des entreprises avec lesquelles on est partenaire. Le seul problème, c'est que cette marque employeur, elle ne peut pas être portée que par l'école, elle est portée par l'entreprise sur son territoire, mais aussi par les étudiants qui sont déjà dans cette entreprise. Et en fait, il n'y a pas meilleur ambassadeur dans une entreprise que le diplômé qui est déjà à l'intérieur de cette entreprise, qui va lui-même venir prendre le micro dans des salles de cours ou animer des formations le soir ou peu importe. Mais ce qui est vraiment important, c'est que toutes les écoles, et nous en premier, c'est qu'on a arrêté par exemple de faire des forums entreprises. C'est-à-dire que les forums entreprises, aujourd'hui, c'est la perte de temps pour les entreprises, c'est la perte de temps pour les étudiants, de toute façon, qui ne se dépassent quasiment pas, ou du moins qui sont dans une démarche un peu, comment je pourrais dire, pas active vis-à-vis d'elles. Elles attendent en fait que les entreprises les séduisent. Or, c'est très difficile quand vous avez 800 étudiants qui attendent d'être séduites et que vous avez 40 entreprises. C'est un travail qui est insurmontable. Donc, on imagine. Voilà. Monsieur Delettre, vous êtes au contact avec les industriels tous les jours. C'est votre métier d'anticiper leurs besoins, comme je disais tout à l'heure. Quel regard portez-vous, quel recul avez-vous sur justement ces entreprises et leurs besoins en recrutement avec les écoles justement? Est-ce que en général, elles sont satisfaites à se dire c'est bon, on a tout ce qu'il nous faut? Au contraire, c'est quelque chose qui les stresse, qui leur donne de la pression? Alors, tout d'abord, vous voyez, le motto du groupe actuel,
C'est le métier de créateur de compétences et de solutions pour l'emploi. Et donc, évidemment, avant de pouvoir proposer des services aux entreprises sous toute forme de mise à disposition de compétences, le groupe actuel réfléchit à identifier parfaitement quels sont les besoins, si possible en anticipant ces besoins. Et dans cette phase-là, évidemment, la relation avec les industriels est une phase très importante, puisqu'il convient de définir les profils de compétences vraiment précis qu'elles réclament, et surtout de trouver un plus grand dénominateur commun à toutes ces entreprises, de telle sorte à pouvoir mutualiser et créer une transversalité des comptes clients, et de pouvoir proposer donc ces salariés à différentes entreprises. Ça a beaucoup d'intérêt pour eux, puisque ça développe leur employabilité, puisqu'ils découvrent des domaines, enfin des organisations, des productions, des moyens, etc., qui sont différents. Voilà. Donc l'écoute, la relation partenariale avec ses clients potentiels, très en amont, est quelque chose d'essentiel dans la conception de nos programmes de formation. Parce que le groupe actuel est un organisme de formation qui travaille par ses moyens propres, mais aussi qui travaille avec ses partenaires de la formation, et en particulier les locaux. Tout à fait. Après, on ne peut pas en vouloir en quelque sorte à des étudiants aussi de ne pas être attirés par certains métiers dont ils ne connaissent pas l'existence. Hein. On ne peut aller que vers quelque chose qu'on connaît. Comment on pourrait s'y prendre justement, parce qu'on est là aussi pour avoir des idées, pour émettre des idées, pour mieux faire connaître les métiers industriels à nos étudiants. Vous, par exemple, comment faites-vous pour permettre aux étudiants de mieux connaître les métiers qu'on pourrait retrouver dans le groupe SIDEL ? Alors, je pense qu'il y a deux choses. Déjà, il ne faut pas se leurrer, l'industrie n'a pas forcément bonne presse auprès des étudiants et des jeunes en général. Le papa va à l'usine est encore assez présent. Et donc, il y a un gros déficit d'image et de communication de l'industrie en général, au-delà de SIDEL. Et au Havre, on sait qu'on a un bassin industriel de premier ordre avec des métiers du passé, du présent, du futur, mais on n'en parle pas. Et donc ça, je pense qu'il y a un gros travail à faire. Et c'est quelque chose, notamment dans le cadre de la CCI Seine-et-Sueur, qu'on souhaite promouvoir beaucoup plus. Et donc c'est déjà, comme vous disiez, aller au contact des étudiants, expliquer les choses, avoir des ambassadeurs. Il y a des gens qui sortent d'école. Et quand vous avez des gens qui sortent d'école et qui arrivent dans les entreprises industrielles et qui se disent finalement l'usine de papa, elle a bien changé, je pense que ça, c'est très important. Et il faut le faire. La deuxième chose, c'est l'utilisation des réseaux sociaux, des médias. Par exemple, nous, chez SIDEL, il y a une actualité il y a 3 ans, dont vous vous souvenez peut-être, qui était un plan social. Mais enfin, depuis, on a gagné un prix international de l'innovation avec une machine toute nouvelle. On a beaucoup plus communiqué sur le plan social que sur ce prix d'innovation, qui est pourtant une révolution sur le marché de l'embouteillage. Et donc, nous, évidemment, on essaye de communiquer, mais je crois que tous les relais que sont les chambres de commerce, que sont aussi les écoles, que sont la communauté d'agglomération, devraient communiquer beaucoup plus sur ce qui se fait bien sur le territoire, et notamment dans les industries, à destination des Havrais, mais aussi au niveau national, bien évidemment. À l'école de management de Normandie, est-ce qu'il y a ces temps justement d'intervention de professionnels du secteur de l'industrie ? Alors oui, puisqu'en fait, il y a maintenant 20 ans, il y a eu un projet qui a été mené conjointement avec la CCI du Havre à l'époque, où nous avons déployé une pédagogie qu'on appelle pédagogie par les missions, et qui consiste en fait à envoyer 5 étudiants par séquence de 5 semaines travailler sur une problématique réelle d'une entreprise sur ce territoire. Et de 80, on a fait l'enquête pour les 20 ans de ce dispositif. Et en fait, on a donné en jours hommes sur le territoire normand, puisqu'on va un peu plus large que le Havre, on a donné plus d'1 200 000 jours hommes en entreprise, totalement gratuitement, d'étudiants qui ont travaillé pendant 20 ans dans des entreprises par séquence de 5 semaines, et donc qui ont découvert, pour le coup, quelles sont les problématiques des entreprises, comment fonctionne l'entreprise de l'intérieur, et le meilleur moyen en fait de casser ce sorte de, pas de plafond de verre, mais de mur de verre
qui éloigne l'entreprise de l'enseignement supérieur, c'est de mettre in situ en fait, les étudiants et les confronter à la réalité. Et en fait, ils s'aperçoivent très souvent que la réalité n'est pas du tout celle qu'ils imaginent ou qu'ils fantasment. Et là, pour le coup, ça crée les liens et les conditions en fait, d'un mariage réussi, ou du moins de fiançailles qui peuvent perdurer. À la Manu, quand on a des stagiaires, des personnes qui viennent se former, c'est l'idée de rester sur le territoire ou c'est l'idée d'avoir une compétence qui va leur permettre d'être mobile, de bouger? Alors, ça peut être les deux, ça dépend beaucoup de... En fait, le fait qu'ils aient à l'issue un titre professionnel leur permet d'aller travailler où ils veulent. Donc il y en a certains qui sont très attachés au territoire et qui ont envie d'y rester et contribuer. Et puis d'autres, notamment dans le digital, où il y a un petit peu l'effet région parisienne qui peut un peu briller. Il y en a certains qui partiront peut-être, mais je pense qu'en grande majorité, ils font cette formation au Havre pour rester au Havre. Est-ce qu'on voit des intérimaires qui ont envie aussi de se mettre dans ce statut d'intérimaire pour être curieux et découvrir sans s'engager au long terme dans une sorte de CDI? C'est des choses que vous avez pu observer? Ah oui, tout à fait. Oui, il y a des gens qui sont très attachés à ce statut. Il y a de nouvelles dispositions aujourd'hui qui existent et qui sont les CDI intérimaires qui permettent aux salariés d'avoir un contrat de travail à durée indéterminée avec, par exemple, notre groupe, et d'être délégués dans différentes entreprises sur des métiers semblables, sur le même métier, et donc ainsi bénéficier à la fois pour eux d'une stabilité et d'offrir pour les entreprises clientes la flexibilité nécessaire dans leurs activités. Parce que bien sûr, tous les business sont variables en termes d'activité. Et nos enjeux, notamment sur le travail temporaire, nos enjeux, c'est de pouvoir offrir la compétence, la bonne compétence, le bon profil de compétence et la flexibilité. Et c'est là que l'on touche parfois à des questions d'organisation des entreprises qui parfois demandent des profils qui sont extraordinaires et qui ne sont pas développables, si vous voulez, à travers les cursus de formation que l'on peut monter. Sur ces étudiants et cette volonté qu'on a qui reste sur le territoire, je pense, hein, évidemment, notamment sur des métiers dont on a besoin. Est-ce que du coup votre rôle c'est de développer des programmes vraiment sur mesure qui correspondent au territoire, ou vous êtes obligé de garder une certaine ouverture, une certaine polyvalence? Parce qu'une fois on entend j'ai besoin de profils très précis que j'ai du mal à trouver, d'autres fois on entend mais il me faut quelqu'un de très polyvalent, vous vous doutez bien, je ne peux pas juste lui proposer une seule mission. Comment jouer l'équilibriste entre ces deux demandes? Les fonctions des grandes écoles, elles sont doubles. C'est-à-dire qu'il y a une fonction de formation initiale, donc on forme des étudiants jusqu'au niveau Master 2. Là, pour le coup, on est dans des contingences qui sont très normées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc on est sur des profils des formations qui sont très larges, avec des notions de spécialisation de dernière année, mais qui sont plus des vernis qu'une spécialisation réelle. Par contre, la deuxième mission d'une école de commerce, c'est d'accompagner son territoire au travers de la formation continue, qu'elle puisse être qualifiante ou diplômante, pour accompagner pour le coup les entreprises, les cadres des entreprises, les employés des entreprises, pour pouvoir monter en compétence sur des problématiques qu'elles rencontrent au fur et à mesure en fait, du déploiement de leur plan stratégique. Et ça, les grandes écoles sont là pour le faire, puisqu'on a, les grandes écoles, les organismes de formation au sens large, et à l'EM Normandie en particulier, on développe beaucoup ces accompagnements d'entreprises spécifiques. On a beaucoup parlé d'étudiants, mais vous faites bien de nous le dire, Elian, c'est qu'il n'y a pas que les étudiants, il y a aussi toute la vie et toute la carrière de l'employé, du salarié. La Manu, rappelez-nous les profils que vous avez, la tranche d'âge. Alors pour les formations longues, donc on a une tranche d'âge là pour cette promotion-là entre 19 et 40 ans. Donc aussi bien des très jeunes que des personnes en reconversion professionnelle ou qui ont déjà fait un petit peu de programmation informatique mais qui veulent vraiment avoir un diplôme qui reconnaît leurs compétences. Et puis sur les formations courtes qu'on va bientôt entamer, là effectivement ça peut s'ouvrir à tout type de personnes qui a envie d'apprendre des choses dans le digital pour développer son employabilité. En termes de mentalité, est-ce qu'aujourd'hui c'est bien vécu quand j'ai 30 ans, 40 ans de me dire je retourne derrière, et je suis assis sur une chaise derrière un bureau et puis j'écoute le professeur? Alors, vu que c'est de la formation professionnelle, dans le numérique, c'est un peu particulier. C'est-à-dire que ce n'est pas des méthodes traditionnelles.
On est plutôt dans l'apprentissage par projet, en petits groupes, avec un formateur qui est là plutôt en ressources en cas de souci, et pas un tableau noir. Voilà, donc ceux qui craignent de revenir un peu à ça, en tout cas chez nous, c'est pas le cas. C'est vraiment de l'apprentissage vraiment par projet très concret. La clé pour une entreprise qui réussit, j'ai entendu parler d'innovation tout à l'heure, c'est évidemment de permettre aussi d'avoir un coup d'avance, donc pas forcément former ses collaborateurs sur ce dont on a besoin maintenant, mais aussi ce dont on pourrait avoir besoin demain, voire même qu'ils soient à l'origine de ces idées. Comment ça se passe dans un groupe comme le vôtre, le groupe Sidel, pour justement donner les bonnes compétences, accompagner la formation de vos collaborateurs? Alors je pense que, et vous le disiez, il y a déjà un premier point qui est vraiment la prise de conscience, d'abord de l'entreprise sur la nécessité de faire évoluer ses métiers. Par exemple, aujourd'hui, sur des métiers traditionnels comme la comptabilité, on ne travaille pas du tout de la même façon aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Tous les métiers ont évolué, on parle souvent des métiers numériques, mais finalement on voit bien que, alors beaucoup de numérique inonde la comptabilité, mais je veux dire que n'importe quel métier doit évoluer, soit pour un cadre réglementaire, soit parce qu'aujourd'hui on travaille différemment. Et nous, ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on a vraiment un programme de mobilité interne qui est pour moi indispensable. C'est-à-dire que soit il y a une acceptation du salarié effectivement d'évoluer sur un nouveau profil de compétences, et là je dirais c'est le bonheur, parce que là vous êtes là pour finalement être proactif dans ce souhait de faire évoluer. C'est ce qu'on appelle la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans l'entreprise, mais on se plaint beaucoup souvent du cadre juridique qui impacte les entreprises en termes de travail, mais là pour le coup c'est très important de positionner des salariés dans un mouvement professionnel. Et puis la deuxième chose, c'est que parfois il faut le forcer, ça. C'est-à-dire qu'il faut dire aux salariés, bon, ça fait 15 ans que tu fais la même chose, maintenant il va falloir réfléchir à autre chose ensemble. Et ça, on le voit dans les entreprises. Je veux dire, il y a quand même aussi de la résistance, on est là pour dire les choses. Donc là, il y a un gros travail à faire, d'écoute, de conviction, et c'est pour développer l'employabilité du salarié à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi à l'extérieur. Parce que plus le temps passe, plus il est nécessaire d'avoir des cordes à son arc, parce qu'une entreprise aujourd'hui qui embauche une personne qui aurait 50 ans attend un niveau d'expérience et de transversalité, comme je disais tout à l'heure, beaucoup plus large qu'un salarié qui rentre à 25 ans. Et donc, il y a toute cette évolution à accompagner. Ce fameux frein au changement dont on entend tant parler, qui peut en effet être un véritable frein. On parlait tout à l'heure de CDI intérimaire. Donc je suis intérimaire, mais j'ai une structure qui me protège, qui me sécurise mon emploi. Il faut quand même avoir une certaine polyvalence tout de même. Donc je suppose que pour vous aussi, le sujet de formation et en tant qu'organisme de formation est très important. Comment vous faites évoluer vos CDI intérimaires pour qu'ils trouvent tout le temps des missions et pour qu'ils soient actifs, ces CDI intérimaires? Eh bien, un CDI intérimaire, il a le droit à la formation comme tout salarié au travail qui a un contrat de travail à durée indéterminée. Donc c'est déjà le premier fondement. Et ensuite, c'est toujours le même principe, c'est l'écoute des clients et de vérifier par une relation partenariale avec eux que les profils que l'on peut déléguer soient toujours adaptés à leurs évolutions propres à ces clients. Donc c'est toujours un travail continu d'observation, d'écoute, d'analyse, de telle sorte à pouvoir accompagner ces salariés et donc les laisser adéquates par rapport aux besoins, à l'évolution des besoins. Donc là, on est en deuxième rideau, mais c'est la même problématique interne, c'est pareil. Quand vous accueillez à l'école de management de Normandie une personne qui est déjà en activité, est-ce que vous lui réservez un accueil spécial? Est-ce qu'on essaye de gérer un peu différemment qu'un étudiant notamment? Est-ce que vous avez des cursus où ils sortent du bac, ils ont à peine 18 ans? Est-ce qu'il y a une approche un peu différente? Quand on est sur une approche de formation continue ou formation tout au long de la vie, effectivement, on n'aborde pas du tout l'apprentissage de la même manière. On est plutôt sur ce que vous disiez tout à l'heure, ce que disent les écoles, le learning by doing. Donc on les met dans des contextes d'apprentissage, travail de groupe, travail sur des cas. Et puis surtout, on adapte aussi les contraintes horaires nécessaires, parce qu'en fait, il y a une vie professionnelle et une vie nouvellement d'étudiants.
Et donc tout ce qui se développe autour des technologies du numérique avec du blended learning, où la majeure partie des cours se font sur des plateformes pédagogiques accessibles 24 heures sur 24. Et donc là, l'étudiant travaille, ou l'apprenant travaille suivant son rythme, donc il gère son rythme. Par contre, toutes les restitutions, les travaux de groupe se font in situ à l'école ou dans des espaces dédiés à ça. Donc voilà, les écoles adaptent de plus en plus, ce qui n'était pas le cas avant, parce que la technologie n'était pas non plus présente, dans une logique dans une logique très asymétrique en fait. Le prof délivrait un savoir et puis on repartait avec, on en faisait ce qu'on voulait. Là, c'est pas du tout le cas. On avance chacun à son rythme et après on travaille en groupe. Les étudiants travaillent en groupe, c'est ce qui est plus productif. On parle d'entités, de structures qu'on connaît tous, une école, une entreprise. On sait que les frontières se brouillent de plus en plus avec l'arrivée de nouvelles technologies. On voit notamment aujourd'hui des jeunes qui sont capables de se former avec une vidéo YouTube, avec des ressources en ligne. Alors évidemment, peut-être moins sur des secteurs de niche, des compétences très précises, mais quelqu'un qui veut savoir monter une vidéo, quelqu'un qui veut apprendre comment le numérique peut être une opportunité pour lui, pour gérer différemment sa comptabilité, parce qu'il découvre un logiciel en ligne, il peut le faire. Est-ce que vous encouragez dans le groupe CIDEL ce genre de comportement à se dire n'attendez pas forcément de faire plusieurs journées de formation, si vous voulez de votre côté en tant que personne être moteur, on vous donne les moyens de l'être? Alors déjà, beaucoup d'entreprises aujourd'hui utilisent le e-learning, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de dispenser forcément des formations. Alors on le fait pour tout type de formation, que ce soit les formations à la sécurité, des formations linguistiques, etc. Ensuite, la deuxième chose, c'est que ce qu'il faut quand même noter aujourd'hui par rapport à notre génération, c'est que l'accès au savoir est démultiplié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos enfants ont accès à des connaissances qui sont beaucoup plus larges que celles que nous avons pu connaître et qu'on ne pourra jamais absorber. Et donc, c'est pour ça que je parlais de transversalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'avoir accès à différents sujets en fonction de ses envies. On parlait d'envie d'évoluer professionnellement. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Tout le monde peut rentrer le soir, s'intéresser à un sujet, le consulter, pouvoir écouter des témoignages, etc. Donc je pense qu'évidemment qu'on encourage ça. Et ce qu'il faut à ce moment-là, c'est vraiment que l'entreprise soit à l'écoute du salarié. Vous avez tous les processus d'accompagnement RH sur la gestion de la performance, mais aussi la gestion des formations, des besoins en formation, etc. Et donc, l'entreprise reçoit une masse d'informations beaucoup plus importante aujourd'hui sur les souhaits du salarié, qui sont par ailleurs plus complexes, parce que plus imbriqués avec un certain nombre de tendances qui sont aujourd'hui disponibles, qui ne l'étaient pas avant. Donc il y a tout un décryptage, parce que sinon vous avez un risque de frustration, et donc c'est quelque chose d'assez intéressant, mais complexe. On conversait tout à l'heure avant de commencer cette table ronde. Vous me disiez qu'il y avait certains de vos stagiaires qui avaient des difficultés à trouver une alternance. Est-ce qu'on peut se dire aussi qu'à un moment donné, il faut aussi que, notamment le secteur industriel, fasse un premier pas, offre des opportunités avec peut-être des personnes qui ne sont pas du secteur, mais à se dire venez en apprentissage, venez en alternance, découvrez, on va aussi vous mettre au fait du secteur industriel, et puis après, restez avec nous, vous serez les bienvenus. Oui, bien sûr, l'alternance, c'est effectivement, quand on prend quelqu'un en alternance, par définition, il a besoin encore de se former. Donc effectivement, il faut que l'entreprise investisse du temps avec un tuteur, avec un jeune, ou un moins jeune d'ailleurs, pour lui apprendre le métier. Mais elle a besoin aussi de quelqu'un qui puisse commencer dès le début à être un petit peu opérationnel. Effectivement, il faut arriver à trouver un juste milieu entre quelqu'un qui peut déjà rendre service à l'entreprise, mais l'entreprise doit bien sûr, oui, aussi investir du temps dans un contrat en alternance. On entend beaucoup ces remarques de la part des jeunes qui veulent rentrer dans le monde du travail. On me demande d'être déjà opérationnel, d'avoir déjà de l'expérience, alors que j'ai soit pas encore mon diplôme, je suis en train de faire tout pour l'avoir, soit je viens juste de l'avoir. Donc il y a comme un sentiment d'injustice qui est fait là. Et quand on se met du côté de l'entreprise, on a envie de la comprendre aussi que, eh bien, il y a des contraintes, il y a notamment une nécessité d'avancer, de productivité, et que c'est pas toujours simple. Et quand on parle d'entreprise, on parle aussi des nouvelles entreprises qui s'installent, les startups.
terme maintenant qu'on connaît très très bien, qui est un peu galvaudé des fois, c'est devenu la mode, on aime bien parler de start-up. Pour autant, on sait que c'est une véritable bulle d'oxygène, une source d'énergie sur un territoire. Par rapport à votre rôle à la CCI et Sanistoire, en tant que vice-président, comment jugez-vous la scène start-up havraise? Est-ce qu'elle est satisfaisante? Est-ce qu'on peut faire encore mieux? Est-ce qu'il faut la développer? Alors, il faut dire les choses comme elles sont. On n'a pas beaucoup de start-up aujourd'hui sur la place Havraise, mais la CCI Seine-Estuaire utilise un dispositif qui a été développé par une CCI normande qui s'appelle CCI Link Hub, qui permet en fait à des start-up de s'implanter chez des entreprises existantes pendant une certaine période. Et donc, on a plus d'une trentaine d'entreprises aujourd'hui du territoire havrais qui se sont portées candidates à accueillir dans leurs murs des start-up. Alors ça présente un double avantage. Le premier, c'est que ça facilite l'implantation des startups sur le territoire. Et on n'implante pas des startups pour dire on est the place to be. On les installe parce que ça contribue à la prise de conscience de la nécessaire transformation de l'entreprise sur le territoire. Parce que quand vous avez chez vous des personnes qui travaillent de façon complètement différente des vôtres, que ces personnes se rendent compte des contraintes de l'industrie, ça crée un cocktail en général assez intéressant. Et donc ce dispositif est mis en place en 2018 et donc on espère que ça va pouvoir participer aussi à la prise de conscience des chefs d'entreprise de la nécessité de comprendre qu'aujourd'hui le client, comme je disais tout à l'heure, il est en Australie, il est en Colombie et il n'est pas à Gonfreville-Lorcher, donc ça nécessite de s'équiper différemment. Voilà. Bien sûr. Est-ce que les startups, eux aussi, ont recours à des fois de l'intérim? Est-ce que c'est une habitude qu'on peut voir dans ces structures? Est-ce que vous avez déjà travaillé avec des startups? Alors là, Joker, j'ai pas eu l'occasion de voir ces situations. Mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Et je vois pas pourquoi une start-up n'aurait pas besoin, dans ces phases de pré-développement, de se ménager des portes de sortie en cas de difficulté, etc. Et donc de faire recours, par exemple, à de l'intérim. Le problème va être de trouver les compétences adaptées dans ce type de régime légal. Quoi. Tout à fait, parce qu'on sait que les startups ont des croissances très fortes et que des fois, quand une levée de fonds, ou pas, voilà, mais quand une levée de fonds a lieu, des fois, il faut recruter très vite. C'est source d'erreur souvent, et c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Quand on dit start-up, on pense plutôt à un public jeune, peut-être à tort ou à raison, mais en tout cas, notamment des étudiants peuvent être à l'origine de nouvelles idées. Je suppose que vous avez quelques étudiants entrepreneurs à l'école de management de Normandie? Pas suffisamment, mais quelques-uns quand même. Aujourd'hui, on incube 37 projets de création d'entreprises de start-up dans les 2 incubateurs qui sont à Caen et qui sont au Havre. Et surtout, en fait, on s'est aperçu qu'il y a eu au travers du plan Pépite, donc, qui est le nouveau statut d'étudiant entrepreneur ou d'entrepreneur étudiant, ça a libéré les énergies. Et nous, surtout, dans les écoles, on considère maintenant qu'un projet d'entrepreneuriat, ce n'est pas un projet de dernière année, puisque ça a longtemps été le cas, c'est-à-dire qu'on dit fais tes classes avant et tu seras entrepreneur après. Maintenant, on considère qu'un entrepreneur, il peut rentrer en première année à l'école et avoir un projet de création d'entreprise. Donc, on l'accompagne, on adapte ses cours, on adapte son accompagnement. Il a accès à l'ensemble du corps professoral, bien sûr, pour l'accompagner, mais aussi il a accès à tous ses petits copains qui sont là et qui trouvent que son projet est super sympa. Et là, il trouve des ressources supplémentaires gratuites jusqu'à temps que la start-up fonctionne bien, pour l'aider à développer. Et on a eu quelques success stories à l'école qui ont démarré comme ça. Peut-être un petit exemple, justement Oui, il y a Louis Incourt qui a monté Dealer de coq, qui est que tu connais bien, qui est une start-up caennaise et qui a commencé, même pas dans son garage, hein, pas à l'américaine, mais dans sa chambre, à imprimer des coques de téléphone. Et puis aujourd'hui, je crois que Louis a une dizaine de salariés, il a passé la barre des 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et il aura son diplôme cette année. Voilà. Il a commencé à 16 ans. Je sais que j'avais un peu discuté avec lui et c'était étonnant de voir quand il voulait faire une alternance dans sa propre entreprise. Oui, alors ça c'était effectivement... Au niveau légal, où c'était rodéo. Il a fallu des trésors d'imagination au niveau juridique pour trouver la solution, puisqu'effectivement, Louis a été il s'est auto-alterné en fait, c'est-à-dire qu'il a fait son alternance dans son entreprise, mais là légalement, si vous voulez, les fils ne touchaient pas. Donc il a fallu par
des dispositifs qu'on a. Alors ça a été réglé par le plan Pépite d'ailleurs, hein, cette problématique. Et Louis a donc pu faire son alternance dans sa propre entreprise. Donc on voit bien évidemment que ça bouscule, Les codes. voilà, ça bouscule parce qu'on ne s'attend pas qu'un étudiant ait déjà cette avance. Du côté de la Manu, est-ce que c'est aussi des choses que vous souhaitez développer, l'entrepreneuriat, de se dire on vous forme, mais la voie toute tracée, c'est pas forcément celle du salariat, ça peut être aussi de créer son poste? Bien sûr, il y a beaucoup qui peuvent être amenés, alors juste après la formation ou plusieurs années après, à s'installer en freelance. Bon, les métiers du numérique se prêtent pas mal à cette situation. Donc, sur les précédentes promos, alors pas au Havre puisqu'on vient d'ouvrir, mais sur les précédentes promotions qu'il y a eu sur d'autres campus, il y a eu effectivement une certaine proportion de diplômés qui se sont mis à leur compte en sortant de la formation. On est toujours partagé entre le fait de se dire on se doit d'aider, on se doit de propulser des porteurs de projets, notamment des start-upers, et en même temps se dire si on est toujours en train de les mettre sous assistance, ils ne sauront pas se débrouiller par eux-mêmes et de voler de leurs propres ailes. À la CCI, c'est quoi plutôt votre avis? Il vaut mieux qu'on soit là derrière, quitte à y être un peu trop, ou de se dire s'il n'y a pas beaucoup de monde, c'est pas grave, on préfère en avoir un ou deux qui réussissent énormément plutôt que d'en avoir une dizaine, quinzaine qui vivotent. Alors, dans le dispositif que je décrivais tout à l'heure, en fait, il y a deux objectifs. Le premier, c'est effectivement de permettre à ces jeunes entreprises de pouvoir trouver un terrain d'implantation favorable, puisque si on parle de start-up et on parle d'industrie en particulier, les débouchés sont énormes sur le Havre, beaucoup plus d'ailleurs dans l'industrie qu'il ne serait à Caen. Donc ça, il y a un premier sujet qui est là. Le deuxième sujet, il est aussi, on va dire, on le fait exprès, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on sait qu'en disséminant des start-up sur le territoire, dans des entreprises existantes, plus ou moins traditionnelles d'ailleurs, hein, on sait qu'on participe à ce changement qui est indispensable, parce que si on veut garder des emplois sur le territoire, il faut d'abord que les entreprises qui s'y trouvent se développent, et pour croître aujourd'hui, il faut changer. Et donc, d'implanter ces start-up, c'est aussi, je dirais, une piqûre chirurgicale pour permettre justement d'accompagner les entreprises dans cette évolution. On est un peu sur la question de l'œuf et de la poule, c'est-à-dire on sait bien qu'une scène start-up souvent se monte parce qu'il y a eu le grand frère, il y a eu un bel exemple. À Bordeaux, il y a Cdiscount. Dans chaque ville, on a un peu le grand frère qu'on a envie de suivre, qui donne l'énergie et la motivation de vouloir faire comme. Alors comment on fait pour propulser un superbe exemple? Est-ce que vous avez dit, voilà, il y a des choses encore à faire sur l'implantation des startups. Est-ce qu'on peut quand même en citer quelques-unes qui sont quand même actives, qui font quand même, qui se développent? Alors, ça commence, hein, donc on n'a pas encore, je dirais, des exemples comme Cdiscount. Mais je pense qu'il y a aussi, enfin la CCI travaille beaucoup aussi à promouvoir les entrepreneurs, hein, de par notamment les trophées des entrepreneurs, au travers aussi des différents événements qui sont organisés par la CCI pour faire la promotion de ces entreprises. Donc je pense qu'il faut laisser aussi un peu le temps. Mais ce qui est important, comme on disait tout à l'heure, pour les écoles et organismes de formation, c'est de vraiment placer au même niveau, j'ai envie de dire, l'entrepreneuriat type start-up que l'entrepreneuriat plus classique. Parce qu'on sait très bien qu'il y a quelques années, bon, le petit jeune dans son garage ou dans sa chambre, il est bien gentil, mais voilà. Et on entend encore parfois ça. Et on a des entreprises ou des business models qui sont en train de disparaître parce qu'à un moment donné, on n'a aussi pas su prendre en compte ce que ces personnes pouvaient apporter au monde de demain. De quoi rêvent les étudiants pour tout simplement réussir à monter sa start-up? Les étudiants, par exemple, sur le campus du Havre, est-ce qu'il y a des choses qui vous remontent aux oreilles en disant oh là, on aurait ça, là c'est sûr, on reste au Havre, on monte notre start-up et puis on se lance? Alors, déjà, un projet de start-up n'est plus sanctionné pédagogiquement. C'est-à-dire que ça paraît peu, mais c'est déjà énorme. C'est-à-dire que le droit à l'échec, et je pense qu'il est préalable à tout, notamment en termes de start-up. C'est pour ça que certainement, dans d'autres pays, on a l'impression que les start-up sont beaucoup plus dynamiques. Ce droit à l'échec, on le donne à l'école parce qu'on ne les sanctionne pas par une note. Donc ils essayent, il peut y avoir un projet, deux projets, trois projets. Le principal, c'est qu'à un moment donné, il y a un projet qui émerge.
Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur les étudiants, comment on fait pour leur donner envie d'eux? C'est effectivement par l'exemple. Et dans les programmes d'entrepreneuriat à l'école, qui donc ont lieu tout au long de leurs 3 ans ou 5 ans qu'ils vont passer à l'école, une bonne partie des cours sont donnés, on ne parle pas de cours, mais plutôt de tutorats, sont organisés par des start-upers qui sont passés soit par l'école, soit par d'autres dispositifs d'accompagnement. Il n'y a que comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que l'enseignement classique, top-down, comme on pouvait le connaître, avec des personnes qui n'ont pas connu ce qu'était la création d'entreprise, les coups de stress, les nuits blanches, la gestion de la trésorerie, les reversements de business model. Voilà, il faut savoir en parler avec des personnes qui l'ont vécu pour transmettre la passion, puisque quelque part c'est une passion. Et au Havre, on a un dispositif qui s'appelle l'Inside, qui est l'Institut d'innovation et de l'entrepreneuriat, qui anime en permanence des soirées, des thématiques, des tutorats, de l'accompagnement, et qui fait le lien avec l'écosystème local, qui met en relation avec les business angels, qui met en relation avec des entreprises qui sont capables d'incuber ou de porter des projets, ou faire aussi des zones de test, des territoires d'expérimentation. C'est aussi très important pour les start-upers. Et voilà, tout ce qu'on développe, et on voudrait encore en faire plus, et on veut en faire plus. Il y a un master qui s'est créé à l'école de management de Normandie via l'Inside, justement, qui s'appelle le master Startup et développement numérique. Est-ce que vous pouvez nous toucher quelques mots de comment s'est construit ce master? Alors, le master, il est construit... toute la logique du master, c'était de former des étudiants à être en capacité d'embrasser des business models totalement innovants. Toute la question était là. Donc, apprendre à savoir apprendre dans des contingences extrêmement fortes de marché qui peuvent être bouleversées d'une année sur une autre, et qu'ils aient un bagage, alors pas technique, puisque une école de commerce n'est pas une école d'ingénieurs, donc ils ont des bagages qui sont quand même très très faibles techniquement, mais par contre qu'ils aient des bagages managériaux et une capacité à modéliser des stratégies pour pouvoir accompagner des start-upers, des entreprises qui ont besoin de faire des retournements stratégiques ou de déployer une nouvelle gamme de produits en y intégrant cette notion de digital. Alors le digital, c'est un peu la tarte à la crème, mais l'objectif, c'est de les rendre agiles avec ces concepts, ces notions, ces théories, et puis voir que derrière tout ça, il y a une technicité qu'il faut savoir maîtriser, et cette technicité, il faut aller la chercher là où elle existe, donc dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles de design, et créer les conditions du succès au travers d'équipes transversales. Et là, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, on ne peut pas réussir tout seul, on réussit en équipe. Et quand on regarde les étudiants de ce master, ils viennent en Normandie pour les cours. Ah oui. Et en général, leur alternance se trouve à Paris. Et c'est là où, évidemment, c'est en quelque sorte une opportunité pour nous, notre territoire, les territoires havrais, de se dire on peut peut-être garder ces personnes. Mais bon, ils ont déjà un ancrage à Paris. Et ça en revient en effet à cette thématique que je voulais aborder avec vous, qui était justement l'attractivité du territoire. Comment on fait pour convaincre un start-upper, un étudiant, de rester sur son territoire? Comment on fait pour qu'un salarié ait envie aussi d'y faire sa carrière tout du long de ce qu'on lui propose, de voir de nouvelles entreprises sur le groupe actuel, sur votre agence justement. Est-ce que c'est un vrai sujet, l'attractivité du territoire? De toute façon, ce qui compte, c'est le boulot. Oui, bien sûr, c'est un vrai sujet. Et c'est un sujet qui est lié, pour bon nombre de cas, à des problématiques de mobilité. La mobilité est un facteur d'attractivité. Notamment, donc la Normandie a été réunifiée. Le groupe actuel, par son organisation, a unifié la Normandie, puisque nous avons des agences de part et d'autre de la Seine. Et on voit très bien la difficulté de pouvoir créer une perméabilité entre les deux territoires. Il y a des infrastructures, évidemment, qui le permettent, mais ces infrastructures sont onéreuses pour la plupart des salariés. Les moyens de transport sont limités. Et ça freine énormément l'accès à l'emploi, finalement. On parlait un peu ensemble aussi, notamment d'une infrastructure clé qui est le pont de Normandie. Vous disiez, voilà, un tarif comme celui du pont peut être problématique. Bien sûr, tout le monde. Il y a beaucoup de salaires qui sont moyens et qui sont modestes. Et évidemment, passer le pont en aller-retour tous les jours, c'est un coût non négligeable pour ces personnels. Et donc, finalement, est un frein rédhibitoire. Alors,
en tant que Alors, vice-président. c'est pas forcément de l'attractivité pure, mais enfin, ça fait partie des problématiques que nous rencontrons. Oui. Est-ce que ce genre de remarque, c'est l'opportunité de réfléchir à de nouvelles solutions, à de nouveaux transports, à une nouvelle mobilité pour permettre aussi d'avoir plus de ressources qui viennent vers le Havre Alors déjà, moi j'ai tendance, quand on parle du pont de Normandie, alors il y a des solutions qui sont mises en place. Là, il y a un nouveau pass qui s'appelle le pass Pompon, qui permet de passer les deux ponts comme son nom l'indique. Mais je pense que quand on parle de développement économique, moi souvent quand je pense à Normandie, j'ai toujours la même réflexion, c'est à dire qu'est-ce que serait la Normandie sans le pont de Normandie aujourd'hui. Donc je pense que cet investissement qui a été décidé il y a plus de 20 ans, il est essentiel aujourd'hui au développement économique de la Normandie. Ce qui est vrai aussi, c'est que, et on le voit, moi je prends le pont de Normandie tous les matins, on voit plus de monde rentrer sur le Havre le matin que sortir. Ça veut dire que la ville du Havre est attractive, mais les gens n'y vivent pas. Elle est attractive pour le travail, mais les gens n'y vivent pas forcément. Donc là, il y a une réflexion à mener. On a échangé aussi ensemble. Maintenant, je vais parler côté entreprise. Aujourd'hui, une entreprise sur le territoire havrais, elle n'est pas en concurrence avec la ville de Marseille, la ville de Toulouse. Elle est en concurrence avec Francfort, elle est en concurrence avec Dubaï. Voilà. Quand vous choisissez une implantation, aujourd'hui, vous regardez le monde, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. Et dans tous les choix d'implantation aujourd'hui des grandes entreprises, donc celles qui amènent les emplois, les gros emplois, et la sous-traitance qui va derrière avec, vous avez 3 critères. 1, la mobilité du monde du travail. À quelle vitesse tournent les emplois sur le territoire? Donc en gros, si demain je perds mon emploi, en combien de temps je retrouve l'emploi sur ce territoire-là et en combien de temps je trouve un emploi? 2, l'aéroport international. 3, dispenser des cours en langue anglaise et les cursus en langue anglaise, puisque pour attirer des cadres internationaux avec une certaine expérience, ce sont des gens qui en général ont des enfants qui sont scolarisés dans des établissements en langue anglaise. Si vous prenez ces 3 critères et vous faites le travail pour le Havre, je n'ai pas besoin de dire quel est le résultat. Donc je pense qu'il y a un gros travail à faire sur aligner les planètes, compléter le puzzle. Parce que si vous comparez Le Havre à Panama, Panama c'est tout petit, hein, c'est 3,5 millions d'habitants. Mais Panama c'est un port international d'une importance similaire à celle du Havre. Moi je suis allé à Panama, je peux vous garantir que c'est une ville internationale. C'est-à-dire que quand vous vous promenez dans la rue, les gens parlent en anglais, en espagnol, voilà. Il y a des étudiants, il y a aujourd'hui bon nombre d'entreprises qui installent des centres de services partagés à Panama parce qu'elles y trouvent les ressources dont elles ont besoin. Donc je pense qu'il y a tout ce qu'il faut au Havre, mais il y a juste à compléter ce puzzle pour permettre à cette ville finalement de libérer son potentiel. On voit bien en effet qu'il y a certainement du travail, mais au moins on a des axes précis. Une école comme la Manu, pourquoi s'être installée au Havre? Parce que vous êtes présent ailleurs en France. Pourquoi cette ville? Parce qu'on a estimé qu'il y avait des besoins, tout simplement, d'un point de vue des entreprises. Vous parliez tout à l'heure d'attractivité du territoire. C'est vrai que des entreprises, de plus en plus, ça fait longtemps que c'est le cas, mais de plus en plus, un de leurs facteurs, c'est le fait de trouver un vivier RH local ou régional, en tout cas. Et il nous semblait y avoir vraiment un manque à ce niveau-là, en formation numérique. Et je pense que la formation, de façon générale, est vraiment un élément important pour les entreprises. Une entreprise qui ne trouve pas, alors soit pour une entreprise aussi déjà présente, qui ne peut pas se développer parce qu'elle n'a pas les compétences qu'il lui faut en local, ou une entreprise qui va s'installer. Il lui faut absolument des ressources humaines adaptées à ses besoins actuels et futurs autant que possible. Et pour nous, voilà, c'était un élément à la fois d'attractivité pour le territoire, un besoin pour les entreprises, et puis également une réponse aussi à un besoin de personnes qui voulaient se reconvertir dans le digital. Dans le numérique, à Paris, il y a énormément d'entreprises, on le disait tout à l'heure. Il y a beaucoup de turnover aussi, puisque les gens sont très sollicités. Donc, ils vont un petit peu, surtout, souvent, on entend les entreprises dire, les jeunes, voilà, quand ils ont le choix, ils papillonnent beaucoup entre les entreprises.
nous, on a moins d'entreprises du numérique web, mais on en a quand même. Et je pense qu'il y en avait vraiment certaines qui ont du mal à trouver des compétences et qui ont du mal à les faire venir, pour notamment les raisons qu'on a évoquées plus tôt. Et donc, voilà, notre ambition, c'est d'aider les entreprises locales à trouver des compétences en local autant que possible. Il faut qu'il y ait des personnes à recruter. Et alors justement, les diplômés de l'école de management de Normandie, et même avant qu'ils soient diplômés d'ailleurs, on sait qu'il y a un grand brassage dans les écoles de commerce où le choix de son école, il peut être aux quatre coins de la France, et puis à la fin, voilà, et du monde, et à la fin on se dit, bon, bah, c'est ce campus-là, soit parce que j'ai eu de la chance et j'ai eu celui que je voulais, soit c'était pas forcément celui-là, mais why not? Quand il voit sur son ordinateur s'afficher Le Havre, en général, c'est quoi la réaction de l'étudiant? Joker. Donc, on déploie des trésors d'imagination et pour les faire venir. En fait, ils ont une obligation de venir au Havre passer les euros. Voilà. Donc, et comme les euros se passent généralement fin mai, début juin, et comme cette année, on a eu une chance extraordinaire avec le temps, ils découvrent le Havre en se disant, mais c'est bizarre, il ne pleut pas. Ah, je ne savais pas que la mer était en centre-ville. Ah, on peut tout faire en vélo. La vie est assez sympa. Donc, on gagne des points. Le problème, c'est qu'il faut les faire venir. Donc, nous, il y a un côté très coercitif du concours qui font que s'ils ne viennent pas, ils ne peuvent pas rentrer dans l'école, au sens large, hein, puisque c'est des concours qui sont généraux à la France. Donc, on utilise ça. Après, comment on les attire? J'ai envie de dire, nous, maintenant, on a une chance extraordinaire, c'est qu'avec le plan Campus au Havre, et notamment la construction de notre futur campus qui va arriver en 2020, on commence à avoir les outils, on va avoir les outils de l'attractivité et surtout les outils qui positionnent à un standard international. Et là, je rejoins Raphaël sur le fait qu'à un moment donné, si on n'a pas des marqueurs qui sont sur des standards internationaux pour attirer, dans le cas précis, des étudiants et de surcroît d'écoles de commerce qui ont une capacité à se projeter partout dans le monde, hein, puisque aujourd'hui c'est le cas, il faut savoir quand même qu'il y a 30% des étudiants qui, après le bac, aujourd'hui, partent en Europe ou à l'international faire des études. Dans les filières scientifiques, dans les filières économiques. Et nous, dans les écoles de commerce, il y a 25% des étudiants qui ne restent pas en France après leur diplomation. Donc pour les garder, il faut qu'on ait des équipements aux standards internationaux. Ce qui va être le cas. On voit qu'il y a plein de sujets, on voit qu'il y a plein de belles choses à faire en quelque sorte. Si on essaie de faire une petite synthèse, on a vu que le partenariat et les partenariats entreprises, organismes de formation étaient très importants, ultra importants. On a compris qu'il y avait des choses qui ne dépendaient pas ni de l'un ni de l'autre, qui sont des grandes synergies qui se créent au fur et à mesure. Le fait d'avoir un grand frère dont l'exemple est à suivre pour l'implantation des startups, le fait de faire en sorte qu'un territoire, on ait envie de s'y installer. Mais on a vu des pistes concrètes pour y arriver. Je me tourne vers vous, qui nous avez écoutés. Avez-vous envie de poser une question à l'une des personnes autour de la table? Oui. Alors, je ne sais pas s'il y a un micro, s'il n'y a pas besoin. Non? Alors, parlez bien fort. Félicitations.
là, on a un vrai témoignage positif. Vous avez trouvé toute la ressource adéquate pour vous lancer. Et il y a peut-être même un petit regret de se dire pourquoi pas avant et pourquoi être resté si longtemps à Paris. Bon. Ce genre de témoignage, ça fait chaud au cœur. Oui, il faut le faire connaître, ce témoignage, parce que ça va donner des idées à d'autres. C'est évident. Est-ce qu'on a le temps pour une petite dernière, soit un témoignage, soit une question? Oui, on vous écoute. Est-ce que c'est un réflexe qui manque aujourd'hui dans la culture de l'industrie? Alors, je pense que ça revient à ce qu'on discutait au début, c'est-à-dire que l'industrie a encore beaucoup de travail à faire pour aller vers ce genre d'association. Voilà. Mais dans l'industrie, c'est aussi le fait que, on parlait de compétences beaucoup, moi je dis toujours la même chose, c'est que toutes les entreprises industrielles aujourd'hui ont des postes ouverts, toutes. Le problème, c'est qu'on cherche une réponse individuelle à un problème qui est collectif. Donc la solution, elle est collective pour aller vers l'individuel. Et aujourd'hui, les entreprises industrielles, certaines sont encore sur des raisonnements individuels. Et donc, ce genre de témoignage ne fait qu'accentuer la nécessité pour les industriels, mais en tant que force, d'aller vers les autres et de raisonner collectif et d'échanger beaucoup plus entre elles d'ailleurs sur des problématiques qu'elles rencontrent et qui sont souvent communes. Madame Gaffé, Monsieur Delette, Monsieur Clérin, Monsieur Pilvin, merci d'avoir participé à cette table ronde et on vous souhaite bonne continuation.